Alors, mon beau petit Pag, on recommence, on repart à zéro. Jérôme Dagenet. J'aurais une question pour Simon. Il est souvent question du fameux 10 joueurs d'impact pour qu'une équipe puisse être considérée sérieusement comme prétendante aux grands honneurs. C'est pratiquement la moitié de l'alignement qui doit être rentré dans cette catégorie. Est-ce que cette règle a toujours été applicable selon toi? La réponse est oui. Je suis retourné en arrière et j'ai regardé diverses équipes qui ont gagné la Coupe au cours des 40-50 dernières années. Et c'était toujours le cas. Il y avait toujours une dizaine de joueurs d'impact. Ça peut être 6 attaquants, 3 défenseurs, un gardien, ou 5 attaquants, 4 défenseurs, un gardien, ou 6 attaquants, 4 défenseurs, peu importe. Il y avait toujours ce noyau-là qui était là lorsque tu creusais un peu l'alignement, que ce soit les Blackhawks de Chicago des années 2010, l'Avalanche du Colorado, les deux coupes qu'ils ont gagnées en 2001-2022, le Lightning de Tampa Bay, leurs 3 coupes, 2004 et les plus récentes, le Canadien des années 70, les Oilers des années 80, les Penguins de Pittsburgh des années 90, même les Devils du New Jersey avaient leurs joueurs d'impact, malgré que c'était plus un système de jeu hermétique qui les ont fait gagner leurs 3 coupes. Mais alors ça, c'est ça. Pour moi, c'est une règle d'or, puis tu peux pas gagner la coupe sans ça. Ça demeure quand même une évaluation subjective de tes 10. Oui, là. c'est quoi un joueur d'impact? Ouais. Moi, je pense qu'un joueur d'impact, c'est un joueur qui peut faire une différence par rapport à la majorité des autres joueurs dans la Ligue nationale. Tu sais, au baseball, il y a une formule qui s'appelle le WAR, le WAR, Wins Above Replacement. Et ça, c'est une statistique qui est calculée et je pense qu'au hockey, on l'a aussi, mais elle est moins, au basketball aussi, mais elle est peut-être moins précise, parce qu'au baseball, c'est vraiment un sport de statistiques. Et ce que Wins Above Replacement veut dire, c'est le nombre de victoires que tu as fait gagner, le nombre de parties que tu as fait gagner à ton équipe par rapport à un joueur moyen qui aurait joué à ta place. Donc, Lekonen est dans tes 10. Oui. Ben là, maintenant, 2022, en plus, oui. c'est plus en Lekonen plus, est dans tes 10. Oui. Okay. Oui. Xavier Roy. J'ai l'impression que depuis plusieurs années, les défenseurs offensifs repêchés très haut sont presque tous décevants. Drysdale, Power, Clark, Jiricek, Korchinski. Alors que des défenseurs comme Hudson, Zellweger, Nikishin ont plus de potentiel et ont tous été choisis après le premier tour. Est-ce que ça deviendrait trop risqué de prendre ce genre de joueurs très tôt au repêchage, mis à part les exceptions comme Schaefer, à cause que leur jeu peut être très instable et peu prévisible au niveau professionnel, ou est-ce que seulement un mauvais hasard / recrutement? Okay. Quinn Hughes, Cale Makar. Oui, il y en a, mais je comprends l'idée. Oui, presque tous décevants. Peut-être que Xavier en met un peu, mais il reste quand même qu'il a nommé 5 noms qui ont été choisis dans les 8 premiers. Dans les dernières années. Je suis sûr que tu peux faire ça avec des attaquants, puis c'est la même chose. Oui, je sais. Je me fais l'avocat de la couronne. Oui, là. Je sais, mais là, l'avocat du diable. Oui, mais il me semble que c'est péjoratif à l'égard des avocats. Non, l'avocat de la couronne, là, ça n'existe pas, ça. L'avocat du diable. Là. Bon. Moi, je vais répondre ainsi. C'est sûr que peu importe l'argument qu'on veut mettre, on peut toujours donner des exemples pour et contre. Mais il y a quand même pas mal de défenseurs qui, au fil des ans, sont repêchés très tôt, puis ils ont un potentiel offensif et ça ne marche pas. Ou ça marche pas. Alors que c'est vrai qu'en deuxième ronde, tu vas avoir un Hudson, un Zellweger, un Nikishin. Puis je sais qu'il y en a qu'on pêche en deuxième ronde et que ça ne marche pas non plus. Plein. Mais je veux expliquer à Xavier pourquoi il y a tant d'erreurs dans le top 8. OK. C'est plutôt ça. Parfait. Moi, je crois que... Parce que c'est une excellente question. Je crois que les 5 gars que tu as mentionnés, leur potentiel offensif a été justement surévalué. Regarde Xavier, regarde-moi pas. Il a vraiment été surévalué, le potentiel de ces joueurs-là. Et, tu sais, Owen Power, pour moi, c'était pas un joueur qui avait un gros potentiel offensif. Brent Clark, pour moi, pas tant que ça. Jiricek, je le voyais pas. Korchinski, je ne voyais pas le potentiel offensif, même s'il y avait beaucoup de passes dans la Ligue de l'Ouest. Il y avait Drysdale quand même, qui m'aurait inspiré plus confiance, mais il a été blessé. Tandis que des gars comme Hudson, Zellweger, Nikishin, il y avait un facteur qui faisait en sorte qu'on était frileux avec eux. Hudson et Zellweger, c'était le physique. Nikishin jouait en Russie. Fait que
souvent, ces gars-là vont glisser en deuxième ronde. Souviens-toi de Piquet Souban. Piquet Souban avait glissé en deuxième ronde parce qu'on se disait, son jeu défensif, etc., etc. Alors que ces gars-là, je ne sais pas, il y a comme... Il y a comme un genre de préjugé favorable envers eux à l'âge de 16 ans. Et là, ce préjugé favorable-là, plus leur carrière junior avance, mais il ne change pas le préjugé favorable. Owen Power, on le voyait comme un premier choix depuis l'âge de 15 ans. Mais Owen Power, rendu à Michigan, pour moi, offensivement, il ne montrait rien. Ouais. Il faudrait que je voie la liste. Oui. Jonathan Archambault. J'ai une question pour Mathias. Si les Canadiens avaient sélectionné Shane Wright au repêchage 2022, prendriez-vous tout de même Juraj Slafkovský avant lui aujourd'hui? On parle d'un centre responsable défensivement, 19 buts la saison dernière, même s'il n'était pas sur la première vague d'avantages numériques. De plus, c'est un leader, capitaine partout où il est passé, un facteur que vous appréciez beaucoup normalement. Oui, mais je pense que Wright, son plafond est quand même plus limité que celui de Slav. Comment dire ça? Puis c'est vrai que là, tu me places devant mes contradictions, comme Snake souvent aime dire. Mais ouais, il est bon défensivement, mais c'est pas un grand joueur défensif, c'est pas un grand joueur offensif. Il manque quelque chose. Ouais. C'est ça. C'est que Shane Wright n'a pas une qualité qui le démarque. Dominante. Voilà. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais Slafkovský, c'est pas nécessaire. Slafkovský, c'est le physique. Ouais. C'est l'espace qui crée. C'est ça, sa qualité dominante. Alors, il y a au moins ça que Shane Wright, tout n'est pas pire. Oui. Mais ça devient quoi? Un gars de deuxième trio, troisième trio, milieu d'alignement, ça dépend de l'équipe avec qui il joue. Mais c'est sûr qu'il est bon, Shane Wright. On n'a jamais dit qu'il n'était pas bon. Mais Slav est un joueur de premier trio. De par son rôle. Oui, exact. Pas nécessairement sa production, mais de par son rôle. Voilà. Ouais. C'est pas lui qui drive le trio, autrement dit. Non. Non, mais il fait une méchante job pour les deux autres. C'est ça. Il cadre juste bien, tout simplement. Alors que Shane Wright, c'est plus flou. Ouais. Mais finalement, son rang de repêchage est parfait. À Wright. Oui. 4e. Ouais. Oui, c'est bien. Oh, pas mal. Oui, bon je choix. l'avais 6, moi. 4. Ouais, ça a de l'allure, 4. Ouais. Gabriel Quentin. Est-ce que Luke Middlestad a une chance légitime de jouer dans la LNH un jour? Oui, joueur repêché par le Canadien dans les rondes ultérieures. Alors, à moins d'un miracle, la réponse est non. Ben là, il est rendu à 22-23 ans. Oui, c'est Si ça. c'est pas 23, Ouais. tu joues dans la NCAA à cet âge-là, Non. c'est non. Non, la réponse, puis il n'est même pas dominant. Alors, la réponse est non. Vincent Denomé. Si la tendance d'exode vers les USA se poursuit, pensez-vous que la LCH devrait envisager de réduire l'âge maximum de la Ligue à 19 ou même 18 ans? Préfère-t-on voir des gars de 16-17 ans avant le repêchage ou des gars de 20 ans avec peu de chances de percer dans la LNH? Bien, regarde. Premièrement, oui, il y a un exode, mais c'est quand même pas un exode de centaines de joueurs par année. Deuxièmement, oui, c'est plus le fun de voir des joueurs de 16-17 ans avant le repêchage, mais c'est bon de pouvoir les évaluer contre des joueurs plus vieux. Oui. Parce que moi, si tu me mets juste des gars de 16-17 ans, comme il y a dans les fameux tournois, le moins de 18 ans, ben moi, c'est dur à juger parce que tu vas me dire, oui, mais ils jouent contre des gars de leur âge. Et c'est facile de déterminer qui est le meilleur parmi leur âge. Oui, mais moi, je veux le voir contre des plus vieux. Ouais. Alors non, probablement, ça n'arrivera pas, ça. Mais non, continuez à mettre des gars de 19-20 ans parce que ça permet de mieux évaluer les gars de 17. Eric Blackburn. Snake, Zach Charbonneau a des stats très impressionnantes. Quelles sont tes impressions de ce joueur? Est-ce dû au fait qu'il est dans une ligue moins forte? Bon, j'aurais pu ne pas passer la question, mais j'ai décidé de la passer parce que je dois donner une réponse qui va éclairer les auditeurs pour l'avenir. Zach Charbonneau est un joueur de 15 ans qui est admissible au prochain repêchage de la LHJMQ. OK. Je travaille pour Gatineau. On repêche des joueurs de 15 ans au mois de juin prochain. Alors, c'est évident que je ne peux pas dévoiler aucune opinion ou information au sujet du joueur. Je n'ai pas beaucoup de restrictions dans le podcast, comme vous pouvez voir. Mais là, ça tombe directement dans notre... conflit d'intérêt. Ben là, il y a des compétiteurs qui nous écoutent. Là. Mais moi, je vais en parler. Alexandre Normandin. Je me souviens avoir entendu Snake dire que les Nordiques/Avalanche auraient dû être une dynastie plus grande que leurs 2 Coupes Stanley dans les années 90, début 2000. Ouais. Toute époque confondue, y a-t-il d'autres équipes bourrées de jeunes talents qui ont échoué à remplir leurs promesses?
Pour ma part, j'ai toujours été fasciné par les North Stars du Minnesota au début des années 80. Tu vois, Alexandre, c'est vrai. Je pense que si les Nordiques avaient gardé Matt Sundin... Ah, ça, c'est un échange désastreux. Puis je sais que ça a donné Claude Lemieux en bout de ligne quand ils ont échangé Wendell Clark, mais Matt Sundin, c'est quand même devenu un... L'idée, c'était d'aller chercher du papier sablé, puis Wendell Clark était usé. Oui. Puis là, tu échanges un jeune joueur. C'est comme si Pierre Lacroix en avait trop, puis tu dis, oh, j'en ai trop. Oui, comme si, mettons, les Sharks disaient, on va échanger Will Smith. Ouais. Pour aller chercher, je ne sais pas moi, bon, peut-être pas Brad Marchand, mais on se comprend. Là. Ouais. Un Brad Marchand, mettons, de 31 ans, mais usé. Sam Bennett. Oui, Sam Bennett. Mais plus que Will Smith encore. Oui, plus que Will Smith. Ouais. Oh, oui, parce que Matt Sundin, c'est quand même devenu un membre du Temple de la Renommée. Là. Ouais. Mais bon, là, Alexandre, c'est sûr qu'au fil des ans, il y a beaucoup d'équipes qui ont montré des promesses, mais en général, ça s'estompait quand même assez rapidement. Moi qui suis les reconstructions, bien des fois, je me suis dit, exemple, les Kings de Los Angeles avant l'échange de Wayne Gretzky. T'sais, ils avaient Carson, Gélina, Luc Robitaille, Bobby Carpenter, des joueurs comme ça, dont les plus vieux se souviennent, et ça n'a pas abouti. Mais celle, d'après moi, que j'aurais répondu si tu ne l'avais pas mentionné, c'était les fameux North Stars du début des années 80. Ah oui? Oui. Puis les Sharks de San Jose? Avec Thornton et... Oui, mais les Sharks de San Jose étaient une équipe où il y avait plus de vétérans. Je pense que ce que Alexandre veut dire, c'est un club qui avait exactement ce que j'aime. 7, 8, 10 joueurs de 19, 20, 21 ans. Mais les vétérans ont quand même vieilli ensemble. Tu sais, Thornton était quand même jeune quand il a été échangé de Boston. Vlasic était jeune. Il y avait quand même... Oui. Marleau. Pavelski. Marleau. Ouais. Regarde, mais c'est parce que les North Stars, pour moi, c'est tellement frappant. Puis moi, à l'époque, qui déjà aimait les constructions d'équipe, j'avais adoré ce que les Islanders faisaient. J'avais même dit à un moment donné à des amis, j'ai dit, si le Canadien arrête de gagner des coupes un jour, parce que nous, moi, j'ai grandi avec le Canadien qui gagnait chaque année, là, j'avais dit, ça va être les Islanders à un moment donné. Et après ça, j'avais dit, quand les Islanders vont arrêter, ça va être les North Stars. Ils m'ont brisé le cœur en 80. Les North Stars? Ouais. Parce qu'ils ont éliminé le Canadien. Et mon Denis Héron. Et Denis Héron qui mon était idole de jeunesse. Alors, vois-tu, regarde, je vais retourner pour le fun, là, juste rapidement, pour voir les fameux North Stars dont il parle, qui se sont quand même rendus en finale de la Coupe Stanley une fois. Ils avaient, en 81-82... du Neil Broughton. Oui, ils avaient des joueurs comme Bobby Smith, qui a joué à Montréal, 23 ans, Dino Ciccarelli, 21 ans, Neil Broughton, 21, Steve Payne, 23, Craig Hardsburg, qui est devenu entraîneur, 22 ans. En fait, il y avait... Tom McCarty, 21 ans. Il y avait Brad Maxwell, 24 ans. Ouais, il y en avait. Là, tu me nommes des joueurs un peu plus de soutien. Là, mais... Non, mais quand même. Ouais. Et c'était une équipe qui donnait l'impression qu'ils pourraient être très bons pendant très longtemps. Ils ont atteint la finale de la Coupe Stanley et ça a arrêté là. L'échange de Bobby Smith a fait mal. Il est arrivé à Montréal. Ils ont gagné la Coupe à Montréal avec lui. En effet, on a... Pour Keith Acton et Mark Napier, ça, c'est, excusez-moi pour les plus jeunes. Là, mais... oui, mais c'est ça. C'est ma jeunesse. Mais à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que les North Stars de Minnesota ont perdu patience avec les jeunes. Et il y a quand même des jeunes là-dedans qui avaient plafonné et qui sont tombés morts. Ouais. Complètement tombés morts. Et puis des fois, ça peut arriver dans des équipes que des joueurs comme ça sont pleins de promesses et tombent morts. Puis, alors, les Nordiques ont quand même gagné, Avalanche, plutôt, ont quand même gagné 2 coupes. Donc, oui, ça a été décevant pour moi qu'ils ne gagnent pas 4-5, mais il y en a quand même eu 2. Tandis que les North Stars, ça a été 0. Toronto sont en train de passer à côté. Toronto, c'est un bon point, ça, Pag. Oui, parce que Toronto avait Nylander, Marner, Riley, Matthews. C'était tout un Big Four. Puis même Riley, dans une certaine mesure. Ben, Riley, je l'ai nommé. Ah oui? T'es dans un Big Four. Ah, excuse-moi. Marner, Nylander, Riley et Matthews. C'était un gros Big Four. Ouais. On a gagné 2 séries. Ouais. Alors, il y en a comme ça des Il y a même équipes. Tavares qui avait été Tavares plus qui vieux. s'est ajouté. Oui, mais Tavares, ça s'est ajouté plus tard. Il était quand même un vétéran quand il est c'est arrivé. sûr. Ouais. Luigi Le Cheval Bono. Salut le venimeux recruteur. Considérant la progression des 2 joueurs depuis le repêchage, prendrais-tu Cole Hudson avant Michael Hage? Regarde, le venimeux recruteur te répond, Luigi. J'avais
Cole Hudson avant Michael Gage en première ronde du repêchage, quelques rangs avant lui. C'est documenté, oui. Oui, et je maintiens que Cole Hudson est un meilleur espoir que Michael Gage. J'aime les deux, mais j'aime mieux Cole Hudson. Ghislain Morin. Bonjour, j'aimerais savoir si vous auriez le choix de repêcher Macklin Celebrini ou Matthew Schaefer. Que serait votre choix? C'est méchant, ça. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Oui, mais tu vas être obligé de répondre. Ah oui. Bon. Il complète en disant, autrement dit, un centre numéro 1 aussi bon offensivement que défensivement ou un général à la ligne bleue qui pourrait jouer 30 minutes par match, capable de jouer et contrer les meilleurs trios adverses. Bon, premièrement, moi, ça vient me chercher là, dans mon turquoise. Là, Ah, les écailles, ils que tombent Matthew seuls. Schaefer Les écailles tombent. aurait pu se retrouver à San Jose. Et Avec Celebrini. Avec Celebrini. Imagine. Là, on préparait déjà la parade dans 4-5 ans. Là. Ah, il y aurait eu du monde là, San Jose. Hein? Comme disait c'est-tu le maire de Montréal dans le temps où les Canadiens, ça me pas là que je ne sais pas, quand le Canadien gagne des coupes à chaque année, il disait quel va être le trajet de la parade cette année? Le même que l'an passé. Et là, moi qui ai visité San Jose, j'avais commencé à imaginer le trajet. Ah oui, hein? Mais là, Tu es obligé de te consoler avec Michael Demides, Misa. je l'aime bien, Hudson. Michael Misa. Mais Matthew Schaefer, c'est une autre stratosphère. Good boy. Alors là, je patine, j'essaye pas de m'en sortir, là. On va pleurer. non, mais c'est pas, je sais pas quoi dire. Mais tu vois, je vais te... Toi, tu prends qui? Ben, Je veux que tu te mouilles en premier. Moi, à l'époque, là, c'était Edmund les yeux fermés devant Tavares. Oui. C'était Doughty les yeux fermés devant Stamkos Oui. parce que j'aime les défenseurs. Ben, moi, j'avais Doughty avant Stamkos. Alors que là, est tough. est tough. Macklin Celebrini, c'est Dieu, puis Matthew Schaefer, c'est Dieu 2. Tu sais, Ben, moi, j'ai pas le choix, mais parce que j'ai pas le choix, je vais prendre un défenseur pareil, là. Mais, ouf. Un premier Regarde. centre, c'est pas rien. Là, tu sais. Ben, un premier défenseur non plus. Ouais, ça me tue. Le Celebrini, c'est des trophées hard. Pag aurait pris le gardien. Schaefer, Schaefer, c'est des trophées Norris. Bon, vas-y. Par un poil, Schaefer. OK. Parce que ça, c'est le genre de question que t'aimes pas d'habitude, mais là, c'est plus que tu l'as choisi. Oui, mais là, c'est parce que c'est deux joueurs que j'adore. Ouais. Alors, je l'ai choisi. T'as pris Schaefer? Un poil. Mais, qui a plus de chances de gagner des coupes? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, puis ça peut changer, mais Celebrini, je trouve, a un meilleur noyau de jeunes que les Islanders. C'est sûr. Mais ça peut changer. Les Islanders, qui est-ce qu'ils vont repêcher dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Regarde, ça, on ne le sait pas. 5 ans dans la Ligue nationale, c'est comme 500 ans dans l'humanité. Ah oui? Tu viens de la sortir, c'est de ton cru, ça, hein? Bien, c'est qu'on dit souvent, in sports, 5 years is a lifetime. Fait que toi, tu viens Ben là, je l'ai d'inventer cette traduit. phrase-là. C'est comme 500 ans dans l'humanité. Quand on va faire nos t-shirts, là, on pourrait la mettre, cette phrase-là aussi. Là. Il y a Lave-toi venin, puis il y en a plusieurs, mais celle-là est pas pire. Il y a aussi Pag et les deux autres. Ça va être un très beau. Ça, je pense que c'est celui-là qu'on va vendre le plus avec ton armée. OK. Cabotinage terminé. Pag. Je suis pas en liberté, moi. Je suis jamais en liberté, moi, dans ce show-là. Non, t'as Mathias. Non, t'es le bossu du show. Sébastien Houd. Certaines organisations sont reconnues pour bien développer, d'autres un peu moins. Si vous aviez à faire un top 3, des équipes qui ont le plus saboté le développement des jeunes joueurs, qui nommeriez-vous? Et qu'est-ce qui explique ces échecs répétés? Bien, vois-tu, ça dépend toujours de l'époque, là. C'est sûr que probablement que la question, elle est quand même assez récente. Oui, allons-y avec le récent. Et il y a eu des changements de personnel. Pour moi, numéro 1, mais ça ne s'applique plus aujourd'hui, c'est l'époque Lou Lamoriello avec les Rangers de New York, et même avant Gart Snow. Ouais, mais y a-tu tant de... C'est épouvantable, Mathias. Non, mais Lamoriello, dans le développement, il y a gage... Y a-tu tant... Gart Snow surtout. OK, oui, parce que Lamoriello, il n'y a pas eu tant d'espoir le premier plan. Là. Regarde, à part Mathieu Barzal, ils ont eu des gars comme Nino Niederreiter, qui a été repêché au 5e rang, qui était absolument... faisait rien à New York. Il a quand même éclos ailleurs. Il n'est pas devenu une grande vedette, mais il est quand même devenu un bon joueur. Michael Dalcole, choisi 5e, qui a pratiquement jamais joué dans la Ligue nationale. Griffin Reinhardt, oui, mais que c'est j'avais pas des bons choix, que ça. j'avais pas en haute estime. On parle de mais à un moment donné, il y en a trop, là. Non, mais il y en a trop, là, Mathias. C'est pas juste des mauvais choix. Les deux premiers devraient être faciles, là. Buffalo, New York. Oui. Puis là, le troisième... Ben là, dans le plus récent, là. Oui. Oui. Ben Buffalo.
qui repêche quand même des joueurs de talent et qui s'en va ailleurs. Jack Eichel était déjà bon à Buffalo, mais il était encore meilleur ailleurs. Ouais. Sam Reinhart, qui était bon à Buffalo, mais qui est devenu une star en Floride. Et puis, Ristolainen, c'est le même Ristolainen qu'à Buffalo. Ouais. Et là, on va voir ce qui va arriver avec les autres joueurs qui ont été échangés, comme Mathieu Savoie. Ouais. Bon, ça, on Mais verra. déjà que la liste est Dylan déjà longue. Dylan Cousins, La Mathias, liste est déjà longue. Qui, Ben oui. qui a repris vie à Ottawa. Exact. Les Rangers, Kravistov, Anderson, Lafrenière, Kako, surtout, c'est des choix top 9, Ouais. dont un choix... C'est pas normal que Lafrenière et Kako 1 et 2 aient autant sous-performé avec les Rangers. Je comprends que c'était peut-être pas des futures grandes vedettes à l'époque, mais il en demeure pas moins que déjà Kako à Seattle joue un peu mieux, même s'il était complètement gaspillé à New York. Puis Lafrenière, déjà au départ, le problème, c'est que oui, je comprends qu'il faut amener des jeunes tranquillement, mais on l'a confiné au troisième trio. Veux-tu que je t'en nomme une troisième, moi? Vas-y donc. Qu'on ne s'attendait pas à ça. Oui. Puis il y a 2 exceptions, mais il y a beaucoup de jeunes gaspillés. Vancouver. Tu as Hughes Ouais. et Peterson, mais sinon, tu regardes dans le lot, là, les Virtanen, les Oli Olevi, Ouais. les... Besser est pas pire. Podkolzin. Podkolzin, Besser n'est pas pire. Ouais. Oui, mais tu sais, Ben, encore là, je pourrais toujours t'argumenter que Podkolzin n'avait pas un gros potentiel offensif, Ouais. mais ça revient un peu à ce que je disais des Highlanders. OK. Alors, Mais là, c'est beaucoup de hauts choix que je te nomme, quand c'est même. beaucoup là. de hauts choix. Des choix top Ouais. 10, là. oui, je sais. Dans l'air juste avant Brière, les Flyers n'étaient pas bien bons aussi. Là. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti des Flyers. Ouais, c'est Farabee et Ouais, Frost. par contre, ils et- repêchaient un peu plus loin. Ouais. Là, on parle surtout de clubs qui C'est ont vrai. repêché Ouais, haut. très haut, ouais. Les Buffalo, Vancouver, Rangers, Islanders, c'est 4 clubs qui ont Ouais. repêché haut. Ouais. Louis-Philippe Aymon. Question pour Mathias. Verra-t-on histoire de la date limite des transactions ou bien histoire du 1er juillet prochainement chez notre libraire préféré? Ah, c'est gentil, merci. Des belles suggestions de sujets. Oui. Mhm. Écoute, pour l'instant, on va le laisser... Là, j'ai plus de contrôle. On va le laisser en librairie. Par contre, tu sais, si ça va bien, s'il y a une demande pour Histoire de repêchage, je dis pas non à une deuxième mouture de Histoire de repêchage. J'en ai, écoute, près de l'écrire pas mal. Ouais. Oui. Mais on va attendre de voir si les gens le consomment. Dont une histoire de gants. Mais ça, c'est pas du repêchage, ça. C'est histoire de la date limite des transactions. Ah! Ben là, je vais pouvoir... Mais de toute façon, ça a été confirmé par Pierre Gervais, là, Oui, que je j'avais sais. raison. Je sais que sais. les gens Tant m'ont mieux. taquiné. Tant mieux. Toi, t'étais pas né, hein, les gars de Marianne. ça. Richard. J'ai une question à 2 volets. La première pour Mathias et ensuite pour Snake. Voici. Pour ou contre que la LNH utilise la règle du crossover comme dans la CFL, si on exclut les dépenses et ou la fatigue encourue par le potentiel voyagement? En ce qui me concerne, je veux voir en série les équipes les plus méritantes. Le deuxième volet de ma question pour Snake, car je ne veux pas l'avis d'un fafan. Si le crossover avait été d'actualité l'an passé, MTL ne fait pas partie des séries et Calgary complète une saison sans triomphe. À ce moment, qui gagne le Calder? Gadget ou Wolf? Ah, moi, je suis posé de répondre à ça. À la première. Après m'être fait insulter, Oh, ben, alors que j'ai Caulfield plus loin que toi sur la liste et que... Non. Je Le n'accepte pas. crossover, pour expliquer dans la CFL, c'est que si la 4e équipe d'une division est plus forte et meilleure que la 3e d'une autre, c'est celle-là qui fait les séries. Alors, oui. l'an passé, si on avait fait ça dans la Ligue nationale, Calgary fait les séries, il y aurait eu 9 équipes dans l'Ouest et 7 équipes dans Ben, l'Est. c'est l'évidence, tu sais. J'ai Alors, pas toi, besoin est-ce de que tu répondre serais non. d'accord avec un... Ben oui, c'est sûr. Bon, alors, je veux tu es avoir les équipes. Puis même moi, j'ai toujours été en faveur du... Puis là, on parlait de voyagement, oui, mais de 1 contre 16, là. Tu sais, les 16 meilleures équipes en série. Pour la réponse sur le Gadget ou Wolf, je crois que Hudson aurait gagné quand même parce qu'il y a eu tellement 2 derniers mois de saison spectaculaire, alors que Wolf, même s'il a amené Calgary aussi près pendant une grande partie de l'année, il y a quand même eu une période vers la fin de la saison où ça a été plus ordinaire, moins bien. Donc, je pense que souvent, il y a le biais de récence là, chez les voteurs. Donc, je pense que Hudson aurait gagné quand même. Écoute, c'est drôle, ça fait juste me faire penser à quelque chose. Et ça n'arrivera pas. Mais tu sais, chez les partisans du Canadien, on se disait tout le temps, est-ce qu'il va y avoir 2 recrues
de suite qui vont gagner le Calder. Ouais. Une première depuis les Bruins en 68. T'aurais-tu vu ça? Dobesch, on attend tous des Midov, puis Dobesch gagne. Wolf m'a fait penser à ça. Pour avoir le 2 de suite, ça aurait été drôle. D'ailleurs, c'est drôle qu'il ait été joueur du mois dans la Ligue nationale, parmi les 3 joueurs du mois, mais pas la recrue. Ouais, c'est incroyable. Ouais, des fois, c'est étrange comment Là, c'est dit. là, vous dites 2 de suite, mais il y a Michael Age et Zarovski qui s'en viennent dans Zarovski, c'est pas l'an prochain? Je sais pas s'il vient Ça l'an serait 2027, probablement. Ouais. Donc, 4 de suite. C'est possible. Mais par contre, quand vous dites 1-16, je comprends du côté factuel, mais je pense mettons, si vous êtes propriétaire de la Ligue nationale, Ah, c'est sûr. vous aimez mieux le côté... C'est bien plus vendeur, l'histoire à raconter des équipes de l'Est qui s'affrontent avant. Oui, mais le crossover fait en sorte que un aurait joué, mettons, contre Calgary. Oui. C'est qui a fini premier? C'est pas Floride, mais en tout cas, peu importe. Un aurait joué contre Calgary, mais 2 auraient joué contre 7, 3 auraient joué contre 6, 4 contre 5. Comme dans la Ligue canadienne en ce moment, Winnipeg est venu jouer à Montréal en fin de semaine, mais il y en demeure pas moins que la Colombie-Britannique a affronté Calgary. Ouais. Donc, c'est plus ça le crossover, c'est qu'il y aurait une équipe qui en remplacerait une autre. C'est peut-être un compromis plus acceptable. Moi, j'aime la vieille formule. Moi, le 1 contre 16, je l'ai connu, tu l'as connu jeune, Mathias, ils l'ont fait pendant 2 ans. C'était des séries 2 de 3 en commençant. Ouais. Moi, j'adorais ça. Et je vais te dire pourquoi. Il y avait quelque chose de le fun de voir, mettons, le Canadien contre Saint-Louis en première ronde. Que tu vois pas souvent. Là, à un moment donné, là, avec là, c'est fatigué. Toronto, Tampa Bay. Toronto, Boston. Écoute, là, c'est Highlander, Hurricanes, la Caroline, Capitals de Washington. Ça Je suis tanné, c'est tout le temps la même chose. Ça crée des rivalités. Là. Le tome 2 de Toronto versus Sénateur, tu veux voir ça. Ça va être intéressant. C'est plat. C'est plat. Puis, tu sais quoi? Ouais. Les clubs finissent par saillir après au bout de 2 matchs. Ouais. Peu importe d'où. J'aurais aimé ça, moi. Toronto, Edmonton. Ouais. Tu sais? Ouais. C'est bon. Ben, je sais pas, moi, Edmonton-Montréal. Oui. Tour. Oui, et ça n'arrivera pas, sauf qu'en finale. C'est ça. C'est ça. Daniel Baudry. J'aimerais que Simon développe sur l'évaluation du sens du jeu d'un joueur. J'ai l'impression que c'est l'élément déterminant dans la progression surprise ou décevante des joueurs. Exemple, des joueurs comme Suzuki, jamais blessé et dont la courbe de progression a été rapide dès son arrivée dans la Ligue nationale. Lane Hutson, un physique absurde qui aurait dû l'empêcher de se rendre. Et à l'inverse, un Galchenyuk, malgré un super talent et la physique de l'emploi, qui était un des pires joueurs à 26 ans. C'est intéressant. Ben, écoute, puisque tu me regardes, Oui. moi, il y a 2 points essentiels dans le sens du jeu. La première, c'est la prise d'information. Donc, tu as pris ta décision avant d'avoir la rondelle. Tu sais ce qui se passe. Pour moi, cette intelligence-là de lire et de savoir où sont tes coéquipiers avant que la rondelle arrive, c'est essentiel. Puis la deuxième partie, c'est le sens de l'anticipation. Quand tu n'as pas la rondelle, tu anticipes où le jeu va aller. Pour moi, c'est les 2 points majeurs. Oui, c'est à peu près la même chose pour moi. Et je te dirais que Daniel mentionne Suzuki jamais blessé. Alors, je présume que Daniel suppose qu'un bon sens du jeu fait en sorte que tu vas éviter les coups plus qu'un gars qui a un moins bon sens du jeu. Et l'histoire, c'est que ce qui est dans le junior, ce qui est trompeur, c'est qu'il y a des joueurs avec un sens du jeu moyen qui peuvent quand même avoir des très bons résultats parce que le jeu n'est pas aussi rapide et le calibre des joueurs que tu affrontes est moins grand et un joueur peut saisir une opportunité de marquer un but qui ne surviendra pas dans la LNH, où il faut penser une seconde avant tout le monde. Et au contraire, un joueur dans les rangs juniors qui a un très bon sens du jeu peut être déjoué par son environnement parce que les joueurs ne feront pas des trucs logiques. Comme dans la Ligue américaine, par exemple. Oui. Alors, ton sens des fois, tu dis des joueurs sont meilleurs à un niveau élevé parce que lui va anticiper que logiquement, ton adversaire va faire ça, mais le niveau est tellement plus bas que le joueur va s'en aller là au lieu d'aller là en temps normal. Un exemple, en 2012, il y a eu 2011-2012, il y a eu un lockout qui fait en sorte qu'à l'automne 2011,
tu as beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui étaient encore sur leur premier contrat, qui étaient allés jouer dans la Ligue américaine. Et juste pour vous dire, Ryan Nugent-Hopkins, Taylor Hall et Jordan Eberle, après avoir joué dans la Ligue nationale, sont retournés dans la Ligue américaine. Et les résultats n'ont pas toujours été concluants. Ils ont été bons, mais tu voyais que ils sont dans la Ligue américaine, c'est pas le même jeu. Ouais. Ils n'ont pas eu 3 points par match chacun. Et Brendan Gallagher, quand il est arrivé à Hamilton, justement cette année-là, moi, l'automne, puis je t'en avais parlé à l'époque, j'avais dit, ouais, OK, correct, sans plus. Il arrive à Montréal, il était meilleur qu'à Hamilton dans la Ligue américaine. Fait que, et c'est pour ça que j'en ai parlé dans l'épisode régulier. Je pense que Reinbacher va être un meilleur joueur dans la Ligue nationale qu'à Laval. Ben, un peu comme Oliver Kapanen est meilleur dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Oh, il y a un gars qui vient de tomber du 12e étage. Victor Mété. Hein? Oui. Le Victor Mété. Ça m'étonnerait. Selon vous, comment expliquer la faible récolte de points de Sam Bennett en saison régulière? Puis là, c'est moi qui parle. J'aimerais ça le savoir parce que j'ai dans mon pool. T'as pas Comparativement, pris Bennett T'as pris Bennett dans ton pool de saison. Viens C'est pas un te gars à ne plaindre. prendre que dans un pool de série, Viens mon pas cher. te plaindre. comparativement à son excellent rendement en séries éliminatoires. Ben, moi, je pense que, et on voyait ça un petit peu avec certains joueurs, même s'il y avait des bonnes saisons, les plus vieux s'appellent Claude Lemieux, Ouais. qui était un bon joueur de saison, mais qui était un joueur étoile en série. Alors, je crois que Sam Bennett, c'est un peu ça. Je pense que, étant donné que la caractéristique de Sam Bennett, c'est son niveau d'intensité, Ouais. je pense que sur 82 matchs, Tu peux pas. il va pas à fond parce que Ouais. tu peux pas. Alors, un joueur comme Sam Bennett, qui est un bon talent, mais qui n'est pas un talent exceptionnel, ben, il faut qu'il joue à fond pour bien performer, et ce n'est qu'en séries éliminatoires qu'il joue à fond. Tu devrais le payer juste en série. Ben oui. Ouais. Là, il faut qu'il joue en premier centre en plus. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ouais. Ben, Ouais. ça doit se partager le temps avec Lundell Ouais, et lui. ben là. oui, ben oui. Luc Savard. Salut Simon. Comment est-ce que tu procéderais pour évaluer les joueurs européens dans les années 90 et moins? Européen. Ouais. Européens. Comment j'ai dit ça? Européen. C'est correct. Tu développes un nouveau langage. Exemple, Yaguerre. Je vais te l'aimer. Ben, c'est sûr que c'était pas si facile que ça, mais au moins, il y avait moins de joueurs européens. Alors, il y avait quand même le championnat mondial junior qui était toujours télévisé. Ouais. Il y avait parfois des joueurs européens qui jouaient au hockey junior canadien, même si c'était plus rare. Mais c'est sûr que le fait qu'il y en avait moins, ben, ça aidait. Yaguerre, lui, je l'ai vu. Je l'avais vu au championnat junior. Alors, c'est comme ça que j'avais pu me faire une tête. C'est pas un gros échantillon par rapport à aujourd'hui, qu'on peut les regarder dans toutes les ligues et tout et tout. Alors, c'était des évaluations peut-être un petit peu plus, comment dirais-je, superficielles. Ouais. André Fortin. Je viens de dévorer le livre de Mathias, Histoire de repêchage. J'aimerais savoir, j'aimerais, si possible, avoir les suggestions de livres que le Snake vous avait fait l'an dernier de mémoire. OK, ben moi, j'en ai 2 là, pour quelqu'un qui aime ce genre de truc-là. Il y a Tom Lynn, l'ancien adjoint au directeur gérant du Wild du Minnesota, qui a écrit un livre qui a été auto-publié, mais c'est une brique. Hein? Il explique tout le fonctionnement d'une équipe de hockey et la grosse tâche qu'abat souvent un directeur gérant adjoint. Il explique que souvent, il faisait tout le travail de cuisine et il arrivait à Doug Riceborough devant le fait accompli d'un contrat, une transaction, et Riceborough, comme on dit en bon français, callait la shot, c'est lui qui prenait la décision finale. Et un autre, c'est Draft Day de Doug McLean, l'ancien directeur gérant. Lui, il raconte vraiment les dessous du repêchage, mais que lui a vécu. Oui, je le cite à quelques reprises Ouais. d'ailleurs. Mathias, lui, ses histoires sont plus diversifiées et s'étalent sur une plus longue période de temps. Il y a du moderne, il y a du plus vieux. Alors, Mathias est plus diversifié, mais ces 2 livres-là dont je parle sont quand même là pour quelqu'un qui est passionné des coulisses du hockey, c'en est 2. Dans les épisodes, au fur et à mesure qu'il en sort ou que j'en lis, je les mentionnerai. Bon. Merci, André. Paul Bernier. Ah, Paul. Suite à vos propos de McKenna versus Verhoff, je suis d'accord. J'ai aussi refroidi à propos de McKenna que je qualifie de future vedette, mais sans plus.
N'est-ce pas un vieil adage de construire sa défensive en premier au hockey car elle prend plus de temps à s'établir? Oui. Alors, salut Paul. C'est quand même incroyable. Puis Paul et moi, on se rejoint, là, mais c'est quand même incroyable qu'on qualifie un joueur de future vedette, mais sans plus. Qu'est-ce que ça nous prend? Sais-tu pourquoi? Parce qu'on l'a tellement générationnalisé. Monté, Premier depuis McDavid et je plaide et moi coupable. moi aussi. Pour ça, là. Alors, c'est plutôt pour ça. Parce que si Gordon Banana devient une vedette puis fait 95 points par année, c'est tout un joueur. Ben, c'est sûr. Mais c'est qu'on on a des gens comme moi, on fantasmé sur c'était McDavidesque pour moi au début. Connelliesque. Oui. Oui, il me tu vas répond voir, oui. Tu vas voir. J'ai hâte de tu voir. vas voir. Oui, il va commencer à jouer à Anderson à un moment donné. Oui, regarde mon doigt. Moi, déjà, là, c'est pas comme il va être bon. Il va commencer à jouer. On est loin. Non, mais le gars à 19 ans, il va faire une équipe de la Ligue américaine, puis toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est de me ridiculiser publiquement. Ben, c'est sûr que Philippe Méchard a mis un an de plus. En fait. Et pour répondre à la question de Paul, je pense que oui, c'est préférable construire la défensive en premier parce que ça prend un petit peu plus de temps. C'est pas tous des Matthew Schaefer. Cependant, quand tu choisis à un rang très élevé, comme, mettons, les Sharks sont choisis, les Blackhawks sont choisis, bien, c'est que là, il faut quand même que tu prennes le meilleur joueur disponible. Puis si le meilleur joueur disponible, c'est tout le temps un attaquant, bien, tu as à peu près comme pas le choix. Tu prends Michael Misa. Ce qui a aidé les Blackhawks de Chicago dans leur dynastie, c'est que Duncan Keith et Brent Seabrook avaient été repêchés bien avant. 2002-2003, alors que Kane et Taves sont arrivés en 2007. Alors, Keith et Seabrook étaient déjà prêts. 2006 et 2007, oui. Oui, mais je veux dire, ils sont arrivés en 2007 dans la Ligue. Excuse-moi. C'est parce que Taves a joué une année à North Dakota. Alors, en principe, c'est sûr que ça aurait été bien, tu sais, que les Sharks puissent balancer ça. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Les meilleurs joueurs disponibles, c'était ça. Mais il aurait fallu qu'il repêche Matthew Schaefer au premier rang. Oui, mais ça, c'est la loterie. Puis là, ben, il aurait, tu serais habillé en turquoise chaque semaine. Bon, remarque bien, ils ont Sam Dickinson, ce qui est très bien, mais c'est pas suffisant. Non, mais imagine, là, je vais te faire mal. Matthew Schaefer puis Celebrini. Avec Dickinson, avec Celebrini, avec Will Smith. Non, c'est pas ça que je fais. J'achète un billet de saison, puis je me fais un budget dans je revends. On tourne, Mathias, c'est le serpent à San Francisco. Non, mais je m'achète un billet de saison. Non, mais je m'achète un billet de saison. Non, mais écoute, regarde, je connais des gens qui ont des billets de saison de la NFL et qui vont 2-3 fois par année et qui vendent des billets. Donc, c'est possible. Mais la NFL, il y a juste 8. Tu prendrais l'avion, toi? Bon, moi, mettons, j'aurais eu un billet de saison. Puis là, j'aurais dit, mettons, 3 fois dans l'année, mettons, quand les Sharks jouent un 4-5 matchs de suite, parce que c'est souvent le cas, bien, je vais avoir 3 fois 5 matchs. Puis là, tu as des enregistrements à distance. Oui, le lundi, on fait ça d'une chambre d'hôtel au coin de... Je me souviens pas de la rue, mais il y a un hôtel qui est pas loin du centre, au coin de la rue ou du boulevard Barack Obama. Bon. Parce que c'est au coin d'où est le Shark Là, tu es en train de me dire que Celebrini et Schaefer seraient devenus plus importants que Pag et moi. Oui. Ben là... J'aurais tout entendu. Le plus grand entendu. duo défenseur-attaquant de l'histoire du hockey. J'aurais tout entendu. Et là, et je te dis, avant... Ouais, c'est un autre... Ouais, non. Paul Coffey, Wayne Tu Gretzky, veux nous faire ça? On te prive de jeu de mots d'ici la fin de l'émission. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Mais c'est une faveur que vous allez me faire, messieurs. Mais je peux te dire une chose, je vais quand même, dans les prochaines années, aller passer à un moment donné une semaine à San Jose et me taper, mettons, 5 matchs des Sharks et 2-3 matchs du Barracuda. D'ailleurs, je vais parler du Barracuda la semaine prochaine et de Quentin Musty, une autre de mes idoles des dernières années. Bla, bla, bla. Bon, on continue. Philippe C. Kiefer Sherwood a 9 buts en 12 matchs depuis le début de la saison. Son pourcentage de réussite n'est pas durable. Il semble dominant à chaque présence sur la glace. Quelle était l'évaluation du Snake de Sherwood à son année de repêchage, lui qui n'a pas été repêché? Et comment expliquer qu'un joueur qui a marqué 36 buts et 75 points en 56 matchs dans la AHL à 25 ans ait dû attendre si longtemps avant d'avoir sa chance? Les équipes ont-elles des préjugés défavorables envers les joueurs non repêchés, nonobstant leur rendement dans les rangs professionnels? Regarde, comme tu dis, 9 buts en 12 matchs, avec le pourcentage, ça ne durera pas. Je pense que c'est un feu de paille. Pourquoi des joueurs ont à attendre si longtemps avant d'avoir leur chance? Bien, c'est qu'à un moment donné, comme on en parle souvent dans le show, à partir de l'âge de 21-22 ans, tu perds confiance. Voilà. Et tu dis que les gars qui font 35 buts, tu dis, ben, c'est parce qu'ils sont plus vieux.
Alors là, monsieur a eu sa chance, il a sauté dessus, tant mieux pour lui. Mais je ne sais pas si ça va être durable. Mais si c'est durable, c'est vraiment une exception. Il ne faut pas prendre ça pour en faire une règle. Il était bon l'année passée, Sherwood. Par contre, moi, ce que je retiens surtout, c'est le non-obstant. Merci, Philippe C. Oui. J'aime ça, des non-obstants dans nos questions. Pourquoi? Ben, on a des auditeurs curieux, allumés, ce qui ne veut pas dire que... Tu penses pas que c'est peut-être moi qui ai rajouté le non-obstant quand j'ai pris des questions puis que Moi- je les ai un petit peu tu modifiées? viens de Ben non, c'est pas vrai. Il y avait- scraper le moment Non, de gloire non, de non, Philippe C. Non, Phil C avait dit nonobstant. Alors, je lui donne crédit Ben oui. pour son excellent français. Philippe C. Philippe C. Je t'ai dit que tu serais privé, mais je t'en donne un juste parce que je t'aime. Maudit qui est niaiseux. OK. Je Moi, pense ça. que c'est ce qui conclut l'épisode, messieurs. Hein? Hey. On finit ça sur un jeu de mots! Oui. Free pag! Alors, il reste bien des questions. Ben, Puis il y en a tout le temps beaucoup, hein? Ben, il y en a tout le temps beaucoup, mais on met ça dans la file d'attente. Puis la semaine prochaine, d'autres questions. Mon beau Simon, Oui. je te salue. Bah. Tu mérites ton repos. Tu as bien travaillé, Ouais, je l'ai eu tough cette semaine. comme d'habitude. Pierre-Alexandre Girard, mon vieux complice. Merci, les gars. Moi, je fais semblant d'être contre, mais free pag. Bonne semaine, tout le monde. Salut, messieurs. Bye.